Merci d'être venu à cette conférence sur les champignons et les mycorhizes, donc présentée par Francis Martin, biologiste et mycologue de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du cycle sur la forêt imaginé par la bibliothèque de Alcazar. Il est proposé grâce au partenariat avec Forest Art Project et Kleinland Foundation. Et sur la même thématique, l'espace régional vous invite le samedi 25 novembre à 17h30 à l'auditorium de Alcazar pour une conférence atelier présentant les champignons de Provence. Merci. Merci de cette introduction. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Vincent Lajarriche pour de Forest Art Project d'avoir organisé cette conférence. Merci à vous d'être là. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mycologues, je sais qu'il y en a au moins un. Il y a des amateurs, il y a des chercheurs en foresterie. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'ensemble, nous allions faire une promenade en forêt. Donc, c'est la bonne période. On vient de me dire qu'il y avait eu quelques pluies sur Marseille ces derniers jours. Donc, les champignons sont en train de sortir. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est pas faire un cours exhaustif sur le monde des champignons. Ce que je voudrais vraiment vous raconter, c'est l'histoire, l'alliance qu'il y a entre le peuple des arbres et le monde des champignons. Je voudrais vous raconter cette histoire qui dure depuis quasiment 400 millions d'années et qui a permis aux plantes en fait de coloniser les continents et de créer les paysages qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, dans le catalogue de l'exposition, j'espère qu'avant de venir m'écouter ce soir, vous êtes tous montés admirer l'exposition qui présente le travail de différents artistes qui sont inspirés par la forêt, par le monde souterrain, aussi bien que par la canopée des écosystèmes forestiers. Et Vincent Lajarriche, qui est ici, dans l'introduction, souligne bien l'importance du concept et de la symbiose, de la synergie. On est trop habitué aujourd'hui, ou même depuis plusieurs décennies, peut-être même depuis plusieurs siècles, de considérer que la nature, c'est essentiellement un lieu de conflit, de compétition, de guerre entre les différents prédateurs qui cherchent à tout prix à se nourrir et à vivre et à se développer aux dépens des autres. Et en fait, depuis un demi-siècle, on a découvert qu'un autre moteur de l'évolution aussi bien des animaux, des plantes que du monde microbien, c'était la symbiose, c'était la coopération. Donc ce soir, ce que je voudrais vous raconter, c'est ça. C'est comment la symbiose, c'est-à-dire une interaction durable, pérenne entre des organismes, a permis de dessiner, de sculpter les paysages qu'on en connaît aujourd'hui. Et il y a une première image que j'aimerais que vous gardiez. S'il y en a une image que vous devriez garder de cette conférence, c'est celle-ci. C'est-à-dire d'arrêter de voir la forêt ou les prairies que par le biais de la partie aérienne, du feuillage. Quand vous rentrez dans une forêt, je suppose que, comme beaucoup, vous admirez la puissance des troncs, la forme majestueuse des arbres, l'extraordinaire couleur du houppier, les animaux qui vivent dans la canopée. Mais en réalité, c'est une petite partie du monde de la forêt. Il y a autant de matière vivante et autant de créatures sous vos pieds. Donc en fait, la forêt, elle ressemble plus à ce qu'on est sur ce dessin, avec évidemment les arbres, leurs strates forestières, avec et là plein de petits champignons, c'est bien sympathique, mais c'est surtout ça qui est souvent cryptique et invisible à la grande majorité d'entre nous, c'est-à-dire le système racinaire. Les racines des plantes, et ces racines, elles sont en interaction permanente avec toute une cohorte d'êtres vivants qui constituent la vie du sol. Donc ce soir, on va voir très peu d'organismes, d'animaux ou de plantes qui vivent dans le feuillage, dans la ramée et dans la canopée. Et moi, je vous invite à vous transformer en taupe et de venir avec moi explorer ce qui se passe sous terre. Et puis de temps en temps, ce qui est sous terre émerge.
et génèrent ce qu'on appelle les champignons. Alors il y a aussi donc, il y a cette idée de l'importance fondamentale du système racinaire et du monde souterrain. Il y a un autre concept qui est extrêmement important, qui maintenant devient prégnant dans toutes les réflexions sur les écosystèmes naturels, sur les forêts, eh bien, c'est de réaliser qu'un être vivant, ça peut être un homme, mais là, c'est un arbre, eh bien, un arbre, c'est un méta-organisme. C'est-à-dire que les arbres, ils ne vivent pas seuls. Les plantes ne vivent pas seules. Les plantes vivent en association avec une cohorte d'êtres vivants, avec une multitude, des centaines, des milliers d'organismes qui vont interagir, qui vont vivre sur l'arbre, qui vont vivre à l'intérieur de l'arbre. Il faut savoir qu'un chêne comme ce magnifique chêne centenaire là, qui pousse dans la forêt derrière chez moi, il a à peu près 120 ans, ce chêne, en fait, il est l'hôte d'une cohorte d'organismes. Les scientifiques ont déterminé qu'il y avait plus que 2300 espèces qui sont hébergées par un chêne. Et il y en a parmi ces 2300 espèces, plusieurs milliers d'espèces, aussi bien animales, végétales, microbiennes. Eh bien, il y en a 300, plus de 300, qui vivent totalement aux dépens du chêne, qui sont strictement inféodés à l'espèce chêne. C'est-à-dire que le jour où un chêne meurt, si le chêne venait à disparaître des forêts européennes, eh bien, il y a plus de 300 espèces qui disparaîtraient avec le chêne. Ces espèces inféodées au chêne seraient incapables d'aller vivre sur un hêtre ou sur un sapin ou un épicéa. Il y a un lien si fort, un lien qui est le résultat d'une coévolution pendant des millions d'années, que le chêne n'est pas seul, c'est un supra, un méta-organisme qui vit en interdépendance, qui a tissé des liens extrêmement forts avec des lichens, avec des champignons, avec des différents insectes, de la microfaune ou de la mésofaune, donc des invertébrés, mais aussi évidemment, plus spectaculaire et plus visible, des oiseaux, des chauves-souris, des papillons. Donc en fait, nous autres scientifiques, aujourd'hui, on n'étudie plus les arbres pour ce qu'ils sont, mais les arbres en tant qu'arbres-monde, en tant qu'écosystème complexe d'interaction, un enchevêtrement de liens tissés entre le végétal qu'on appelle arbre et puis un cortège d'organismes ou de micro-organismes. Et actuellement, je travaille avec un peintre, puisqu'on est, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour essayer de tisser des liens avec les artistes, comment scientifiques et artistes peuvent travailler ensemble pour représenter le monde et faire que notre société soit plus sensible à ces écosystèmes naturels que sont les forêts ou les prairies ou les savanes. Et Florian Gaden, qui est un artiste français mais qui travaille au Japon, il a un coup de pinceau assez extraordinaire. Il est capable de vous dessiner un arbre comme cette trogne de chêne, mais il va représenter tous les organismes qui dépendent de cet arbre, de cette plante. Donc ça fait des peintures extrêmement foisonnantes et fascinantes. Et là, on réalise bien, quand toutes ces espèces sont présentes en même temps, que c'est un monde extrêmement complexe. Donc la forêt, monde complexe, où des interactions fortes sont tissées entre les différents organismes qui y vivent, c'est à la fois un monde extrêmement interactif, en dialogue permanent sur le tronc, dans la ramée, dans le feuillage, dans la canopée. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui se passe sous terre. Dans cette forêt vosgienne, dans cette hêtraie là, du massif du Donon, en fait, quand on a la capacité de creuser, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'êtres vivants et qu'une bonne partie de la vie, mais également du carbone qui est piégé, du carbone qui est séquestré, des éléments nutritifs, se trouvent dans ce sol. En fait, ce qu'on appelle le sol, ce n'est pas une structure inerte. Le sol, c'est un milieu riche de vie,
microbiologique, entomologique et bien d'autres organismes. Et on sait aujourd'hui que quasiment 50% du gaz à effet de serre que représente le gaz carbonique, le carbone, est piégé sous terre, dans le sol. Donc c'est primordial pour tous ceux qui veulent atténuer l'effet du changement climatique de s'intéresser au rôle du sol, à son rôle dans la séquestration du carbone et, bien entendu, à la vie qui s'y trouve, comment les racines, au sein de ces forêts, comment les racines interagissent avec les organismes souterrains, comment les racines et leur cortège d'organismes recyclent les éléments nutritifs et participent du grand cycle de la vie et de la mort dans les forêts. Donc on a bien deux compartiments, un compartiment aérien qui est relativement bien connu, qui est très étudié, et puis un compartiment souterrain qui, lui, est encore bien mystérieux parce qu'il est cryptique, il est invisible, et qu'on a relativement peu d'outils pour aller voir ce qui s'y passe. Alors en fait, quand on emploie un certain nombre de techniques, d'outils, microscopie, endoscopie, on s'aperçoit que dans ce sol, eh bien, on a une multitude d'organismes. On a comptabilisé que 75% de la biodiversité sur notre planète est en fait dans le sol. Et qu'une bonne partie de cette diversité restait complètement inconnue. Alors on y retrouve des champignons qui vont former, on va en parler, hein, des champignons qui forment une interaction avec les racines pour former cette symbiose qu'on appelle la symbiose mycorhizienne. Il y a des bactéries qui sont capables d'aider les plantes à fixer l'azote de l'air. Et puis évidemment, il y a tous les organismes de la mésofaune, comme les vers de terre, ou de la microfaune, comme les vers nématodes, ou les acariens, les mythes et autres pseudoscorpions. Tout ce monde d'insectes qui constituent la microfaune et la mésofaune et qui est en interaction permanente avec les plantes, mais également le monde des champignons et des bactéries, le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes du sol, bactéries, virus, champignons. Ben, ils sont en association avec ces insectes microscopiques parfois, ou en tout cas millimétriques, que l'on commence tout juste à découvrir. À chaque fois qu'on prend une cuillère à soupe de sol, 1 gramme de sol, et qu'on analyse sa composition, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles espèces, des organismes qui n'avaient jamais été répertoriés, y compris dans nos forêts en France. Il ne suffit pas, c'est pas uniquement dans l'Amazone, ou dans les forêts du Yunnan chinois, ou en Arctique. Non, dans le massif de la Sainte-Baume, je suis certain que si on prélève 1 gramme de sol, eh bien on découvrira encore des nouvelles espèces de ces organismes invisibles et cryptiques. Donc aujourd'hui, la science, les scientifiques, en particulier les chercheurs qui s'intéressent à la foresterie, à l'écosystème forestier, alors en Europe, c'est essentiellement les forêts tempérées, mais en fait, la plupart des études que nous menons aujourd'hui sont conduites simultanément sur les forêts tempérées, les forêts boréales, là-bas, au-delà du cercle polaire, mais aussi les forêts méditerranéennes, comme ici, sur le pourtour de la mer Méditerranée, mais également les forêts amazoniennes ou les autres forêts tropicales. Et ce qui nous passionne, en fait, ce qui est fondamental, c'est plus qu'une passion. Il faut vraiment qu'on décortique, qu'on décrypte ces mécanismes si on veut aider à sauver ces écosystèmes et à aider les gestionnaires à mettre au point des scénarios pour essayer d'atténuer l'impact du changement climatique qui va à une vitesse fulgurante, beaucoup plus rapide que ce que l'on craignait il y a encore quelques années. Donc en fait, ce qui est excessivement important aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'inventorier, de lister, de faire un recensement des plantes, des espèces d'arbres qui sont dans l'écosystème forestier, dans la forêt, dans les forêts, mais c'est également d'inventorier eh bien, les bactéries, les virus, les champignons, mais c'est surtout comprendre les liens, les réseaux, les chaînes trophiques ou d'interaction qui existent entre ces différents organismes. Il s'agit de comprendre quelles sont les interfaces qui existent entre ces mondes végétal, microbien, entomologique quand il s'agit des insectes. Donc aujourd'hui, la recherche en écologie forestière, eh bien, elle ne se contente pas de décrire
de faire un recensement de la biodiversité, elle s'efforce de décrypter les mécanismes qui lient ces différents êtres vivants, et on espère pouvoir acquérir suffisamment d'informations pour pouvoir interpréter ces systèmes très complexes, interpréter pour pouvoir proposer des scénarios, modéliser ce que seront les forêts dans 50 ou dans 100 ans, de manière à proposer aux gestionnaires forestiers, qu'il s'agisse de la forêt publique avec l'Office national des forêts, que ce soit la forêt privée, que ce soit les bois communaux, que doit-on faire aujourd'hui, que doit-on planter comme espèce d'arbre pour que les forêts existent encore dans 50 ou dans 100 ans. Donc c'est un challenge considérable, mais on a bon espoir de mieux comprendre comment fonctionnent ces forêts, parce qu'on dispose aujourd'hui d'un grand nombre de techniques extrêmement pointues et résolutives qui nous permettent de faire un inventaire exhaustif de cette biodiversité, et on commence à avoir les outils qui nous permettent de savoir comment ces organismes dialoguent les uns avec les autres. Alors, parmi ces différents organismes forestiers, au-delà des arbres qui sont là plantés et qui vont dominer en fait tout l'écosystème, qui vont jouer un rôle clé dans le fonctionnement de l'écosystème, eh bien, il y a les microbes, il y a les micro-organismes. Et parmi les micro-organismes qui m'intéressent moi tout particulièrement, c'est des bestioles auxquelles j'ai consacré mes 40 dernières années, ce sont les champignons. Alors en forêt, on a 3 guildes, 3 compagnies, 3 mondes, 3 groupes de champignons différents, au moins 3 groupes. Vous avez sur la gauche ceux qu'on appelle les saprotrophes. Alors saprotrophes, ça veut dire mangeurs de détritus. C'est ceux qui sont capables de consommer, digérer, décomposer le bois, les branches, les brindilles, les feuilles mortes. C'est tout un groupe de champignons qui est capable, qui possède les outils moléculaires, les capacités de découper le bois, et en particulier les 2 composés qui forment le bois, qui sont 2 biopolymères, qui sont la cellulose, qui forment les fibres de coton. C'est plusieurs milliers de sucres, de glucose, le même sucre que vous mettez dans votre café tous les matins, le glucose, eh bien c'est une chaîne, un long collier de plusieurs milliers de molécules de glucose. Donc c'est un concentré d'énergie, et tous les organismes sur la Terre voudraient bien manger cette cellulose pour s'alimenter en carbone, en combustible et en énergie. Mais la nature a bien fait les choses, et les arbres, pour protéger cette cellulose si précieuse, l'enrobent d'une autre molécule qui est extrêmement résistante, qui s'appelle la lignine. La lignine, ce sont des composés polyphénoliques très toxiques. On en connaît, c'est les tanins, par exemple, du chêne. Eh bien, cette lignine, ces fibres de lignine vont enrober les fibres de cellulose pour les protéger. Et c'est ces complexes de lignine et de cellulose qui forment le bois, extrêmement solide, et qui a permis aux arbres de s'ériger vers les cieux pour aller chercher la lumière et l'énergie. Donc parmi ces décomposeurs, en fait, vous avez des champignons qu'on rencontre très souvent en forêt. Il suffit que vous soyez un peu observateur, vous verrez que sur les branches mortes, sur les troncs, sur les arbres malades, vous avez ce qu'on appelle des consoles, des fructifications de champignons en forme de fer à cheval, ou parfois très colorés. Par exemple le tramète, par exemple ce polypore orange et marginé. Donc ces champignons-là, les pourritures blanches et les pourritures brunes, sont les seules espèces sur la planète, sont les seuls organismes capables de décomposer le bois. On ne connaît pas d'autres organismes, à part quelques bactéries, qui soient capables de manger le bois, de le dégrader, de le réduire en poudre, et à partir de ce bois, de générer du sucre, des sucres, et de générer des éléments minéraux. Oui. Alors, vous allez voir dans les diapositives suivantes que ce que vous avez là, c'est le fruit du réseau qu'on appelle, en fait, ce qu'on appelle le champignon. Je vais y revenir plus longuement. C'est le fruit de ce réseau de filaments invisibles qui est dans le bois et qu'on appelle le mycélium. Et c'est ce mycélium qui a la capacité d'explorer le bois, de pénétrer dans le bois en crachant, en libérant des enzymes extrêmement puissantes qui lui permettent, comme des petits ciseaux moléculaires, qui lui permettent de découper
à la fois la lignine et la cellulose. Et donc ces champignons dégradeurs, qu'on appelle des pourritures, ou des caries, sont capables, ces deux groupes-là, extrêmement importants, découpent le bois orange et le réduisent en poudre. Et libèrent les éléments constitutifs que sont les sucres et les éléments minéraux. Et puis il y a un autre groupe de décomposeurs qui est très présent en forêt, évidemment qui a un rôle fondamental, c'est ceux qui décomposent les feuilles. Alors les feuilles elles sont beaucoup moins riches en lignine, donc il y a aussi pléthore là, de champignons qui chaque automne va dégrader, décomposer toutes ces feuilles mortes qui tombent sur le sol. Dans une forêt autour de chez vous, c'est quasiment 4 tonnes de feuilles mortes qui va tomber sur le sol pour chaque hectare de forêt. Donc cette masse de matière vivante, elle est détruite, décomposée, déchiquetée, digérée par tout un ensemble de champignons également, mais eux, pas capables de manger le bois, mais capables de manger les détritus foliaires. Et là, on retrouve des champignons qu'on connaît bien, ceux qui ramassent les champignons actuellement, les coulmelles, les coprins, les pieds bleus, sont des exemples emblématiques de ces champignons décomposeurs de la litière, et qui vont créer en fait l'humus et la litière qui va enrichir le sol. Et puis vous avez un deuxième groupe de champignons ici, qu'on appelle les symbiotrophes. Alors ces champignons-là, on en connaît aussi beaucoup. Il y a ce champignon qui est le champignon emblématique qu'on retrouve dans tous les livres pour enfants, qu'on va bientôt retrouver sur les sapins de Noël, c'est la fameuse Amanite tumouche, Amanita muscaria. Eh bien, ce champignon, avec bien d'autres, beaucoup d'autres amanites, mais également les lactaires, les cortinaires, les russules, les chanterelles, sont des champignons qui ont appris au cours des 200 millions d'années qui viennent de s'écouler à dialoguer avec les arbres, à échanger avec les arbres. Ces champignons-là, ils ont perdu la capacité de décomposer le bois ou de se nourrir de la matière morte, mais ils sont capables de dialoguer avec les arbres et d'échanger avec les arbres des éléments nutritifs. Et en récompense, entre guillemets, récompense, et en échange de cette alimentation de l'arbre en éléments minéraux, eh bien l'arbre va lui fournir des sucres, du glucose pur. Donc ces champignons-là sont des champignons qui établissent une symbiose, une interaction durable, permanente, entre les champignons, entre ces champignons et la racine des arbres. Alors il y en a différents types. En forêt, c'est surtout ces champignons-là, sur lesquels je reviendrai plus en détail, mais il y a d'autres champignons qu'on n'a pas le temps de mentionner aujourd'hui, qui sont plutôt en interaction avec les plantes herbacées, avec les herbes dans les prairies, mais parfois on les trouve associés à des arbres comme les frênes ou les tilleuls. Et puis il y a aussi un groupe de champignons qui forment une symbiose très ancienne avec les algues et qui s'appelle les lichens. Les lichens sont également une symbiose entre champignons microscopiques qui vivent à l'intérieur, qui construisent une structure pour héberger des algues microscopiques, des chlorelles, qui vivent à l'intérieur. Donc en fait, le lichen que vous voyez sur les arbres, il se sert de l'arbre comme d'un support, ce n'est pas du tout un parasite, il vit sur l'arbre et il se développe lentement, mais là aussi c'est une symbiose où l'algue va capter l'énergie du soleil et fabriquer des sucres pour nourrir le champignon, et le champignon va aller puiser dans l'écorce ou dans les roches sur lesquelles il vit pour aller chercher des éléments minéraux et alimenter l'algue. Et puis un troisième groupe de champignons, nous les forestiers, on les aime pas beaucoup, c'est les pathogènes, les parasites. Alors eux, les pathogènes comme l'armillaire, ils ne s'embarrassent pas de dialoguer, d'interagir avec ou d'échanger avec l'arbre, ils injectent des toxines, ils tuent l'arbre vivant et ils se nourrissent de la matière qu'ils viennent d'assassiner. Donc c'est un groupe de champignons qui provoquent des maladies. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'autrefois avec le changement climatique, avec la mondialisation qui provoque des échanges de plantes à travers la planète, et on voit apparaître la calarose du frêne, ou la chalarose du frêne, qui est en train de décimer toutes les frênés à travers la France. L'orme a disparu il y a déjà plusieurs décennies, attaqué par la graphiose de l'orme. Donc il y a comme ça des maladies qui peuvent, en quelques dizaines d'années, éliminer des espèces d'arbres d'un continent. Voilà, donc vous avez 3 grands groupes de champignons, et ces 3 groupes, ils jouent des rôles aussi importants l'un que l'autre.
En termes quantitatifs, c'est toujours difficile de mesurer, mais on peut dire qu'il y a en gros 30% des champignons qui sont décomposeurs, fossoyeurs de la forêt, 30% qui sont symbiotiques, et puis un peu moins de 30% probablement qui sont pathogènes. Et puis il y a des champignons qui font plusieurs choses à la fois. L'armillaire peut parfois être un décomposeur, puis parfois un pathogène si l'arbre est malade. Donc les frontières ne sont pas entièrement hermétiques entre les trois grands groupes de champignons. Et vous comprenez bien que, en évoquant ce mécanisme de décomposition de la matière organique, eh bien, on s'aperçoit que ces champignons-là, ces organismes, ils ont un rôle clé, puisqu'ils sont situés là, dans ce grand rouage que constitue la machine qu'on appelle la forêt. Vous avez le sol, dans lequel les arbres vont puiser, les racines des arbres vont puiser les éléments nutritifs, l'eau, mais également tous les éléments nutritifs indispensables à leur croissance, l'azote, le phosphate, le potassium, les microéléments. Tout ce que l'agriculteur va apporter aux plantes, en fait, les arbres vont les chercher dans le sol, dans ce qu'on appelle la tisane du sol. Cette solution qui imbibe la litière, l'humus et le sol, et qui est riche en éléments nutritifs. Eh bien, ce sont les racines, avec leur cortège d'organismes, qui vont aller puiser dans ce sol. Et les champignons sont juste là, à l'interaction, à l'interface entre le sol et les arbres, et donc ils vont jouer un rôle à la fois dans la décomposition, et assurer ainsi la fertilité du sol, mais aussi en tant que symbiotrophe, en tant que symbiote, en apportant des éléments minéraux à la plante, ils vont stimuler sa croissance. Et les arbres ne pourraient pas pousser aussi bien qu'ils le font s'ils n'étaient pas associés aux champignons symbiotiques. Donc vous voyez que ces organismes ont un rôle souvent méconnu, mais un rôle clé dans le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. Alors si vous vous baladez en forêt, là je vais vous mettre quelques illustrations, eh bien, dès qu'un arbre est brisé par une tempête, comme ce vieux chêne, eh bien, il est immédiatement colonisé par des champignons. Vous ne voyez pas le mycélium qui est à l'intérieur en train de dévorer l'arbre, mais très souvent, au bout de quelques années, si vous pourrez passer votre doigt, l'arbre va être tellement déchiqueté, décomposé, que vous pouvez le traverser avec votre main. Parce qu'à l'intérieur, le champignon a dévoré toute la matière dure qui structure le bois. Et puis, il va fructifier, ce mycélium invisible, il est capable, quand les conditions environnementales sont réunies, de générer des fructifications qui vont produire des spores qui vont être disséminés dans l'atmosphère et propager l'espèce, et propager le champignon dans d'autres parties de la forêt. Mais ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est ces champignons symbiotiques. Comment les champignons ont-ils appris à parler aux arbres, ont-ils appris à dialoguer avec les arbres, au point tel qu'ils se forment une alliance extrêmement étroite où les deux organismes sont intimement liés. Il faut quand même réaliser que les champignons, ce sont ni des plantes, ni des animaux. Ils forment un royaume de la vie complètement indépendant. Ils ont évolué, ils sont apparus en fait après les plantes, mais ils sont très proches, ils sont presque plus proches des animaux qu'ils ne le sont des plantes. Et ils partagent des caractéristiques avec les plantes. Ils ont un exosquelette qui protège leurs cellules, des parois qui les protègent des agressions extérieures, mais ils n'ont pas de photosynthèse, ils sont incapables de fabriquer des sucres, comme les plantes. Leur sucre de stockage, c'est le glycogène. C'est le même sucre que vous avez dans votre foie. Ce n'est pas l'amidon comme les plantes. Donc c'est des organismes qui forment un phylum, un royaume de la vie complètement indépendant, avec une physiologie, une biologie qui leur est propre. Et bien malgré tout, ces deux royaumes de la vie, que sont les champignons, qu'on appelle aussi les mycètes, et les plantes, sont capables de s'associer. Et en fait, ce qui s'associe, ce n'est pas la fructification, ce n'est pas le fruit que vous connaissez bien, que vous appelez le champignon. En fait, le champignon, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire 95% de la biomasse des champignons, c'est un réseau de filaments cotonneux qui se ramifie dans le sol, qui est plus fin qu'un cheveu, un mycélium, un filament de champignon. L'ensemble des filaments du champignon, on l'appelle mycélium. C'est l'ensemble de cette colonie.
eh bien, ces filaments sont plus fins qu'un cheveu, mais ils sont capables de s'assembler pour former des câbles qu'on voit ici, assez nettement, hein, ces grands fils blanchâtres, là, c'est des associations de filaments fongiques. Et là, vous voyez pourquoi ce mycélium il est si critique, si important, si crucial pour la vie de la forêt. C'est qu'en fait, ce sont des organismes qui ont une capacité extraordinaire à explorer la moindre anfractuosité de sol, la moindre parcelle de litière et d'humus. Ces champignons ont cette extraordinaire capacité à coloniser la totalité du substrat sur lequel ils vivent. Et à la pointe de chacune de ces filaments de mycélium, eh bien, si c'est un décomposeur, comme ici, c'est un champignon qui est sur des feuilles, ou sur une vieille branche, eh bien, il y a des enzymes, des ciseaux moléculaires qui sont sécrétés pour décomposer le substrat sur lequel ils vivent. Et donc ce mycélium, quand les conditions sont remplies, quand les conditions de température et d'humidité sont rencontrées, eh bien, il va former ce qu'on appelle la fructification, le fruit. Et là, ma collègue Aimee Cornwell, qui est une collègue américaine, elle a réussi un truc assez extraordinaire sur une boîte de pétri au laboratoire. Elle a réussi à ensemencer cette boîte de pétri par un petit fragment de mycélium. Et vous voyez que ce mycélium, il se développe pour explorer la totalité, il se ramifie pour consommer toute l'énergie, tous les éléments nutritifs qui sont sur le substrat là. Et il n'y a pas un millimètre carré, il n'y a pas un micromètre carré qui n'est pas exploré par cette digitation d'if extrêmement ramifiée. Et puis, quand les conditions sont remplies, eh bien, il y a des petits embryons qui se forment. Des petits amas de mycélium vont se former, vont s'agréger, et puis ce sont ces petits amas qui vont produire le fruit, la structure qui va permettre la production des spores qu'on appelle le champignon, ici tout à fait typique, avec le pied, un chapeau et des lamelles. Et en fait, ce qu'on appelle le champignon, c'est le sexe. C'est l'appareil sexuel de ce réseau qu'on appelle le mycélium. C'est une structure qui n'est plus cette fois-ci microscopique, vous la voyez à l'œil nu, et c'est ça qui est extraordinaire. Les champignons, ils sont à cheval entre le monde microscopique, quand ils sont au filament, on ne les voit quasiment pas, et puis quand ils s'assemblent, eh bien, ils forment une structure élaborée, un tissu très complexe, ce chapeau, qui lui est visible. Et il joue un rôle extrêmement important, parce qu'en fait, ce réseau mycélien qui est dans le sol, dans la litière et dans l'humus, il y a érection de l'appareil sexuel, et formation des spores. Les spores, c'est un peu le grain de pollen des fleurs, des plantes. Et c'est là où tout l'ADN, le patrimoine génétique de l'espèce, va être empaqueté dans des petites billes, qu'on appelle spores, extrêmement résistantes, microscopiques. Et quand ces spores sont matures, eh bien, le moindre souffle de vent va emporter les spores à travers la forêt et disséminer le patrimoine génétique de l'espèce pour qu'elle puisse germer et pousser dans un autre coin de la forêt, ou à l'intérieur de vos poumons, ou sur le capot de la voiture. Donc en fait, voilà ce qu'on ramasse. Moi, j'adore ramasser, évidemment, ces 3 champignons emblématiques. Je ne suis pas tout seul, je pense. Hein? Quand je trouve un cep comme ça, là, c'est une jouissance incroyable, quoi. C'est comme une chasse au trésor, en fait, la chasse aux champignons. Mes petits-fils, ils cherchent les Pokémon, moi je cherche les cèpes. On ne les voit pas toujours, mais quand on en voit un, généralement, ben on en trouve 2, 3, 4, parfois même plus que ça. Hein. La chanterelle, alors, girole en Lorraine, jaunotte, ici c'est chanterelle, girole. Alors celle-là, elle devient très rare parce qu'en fait, elle est très sensible à la pollution azotée de l'air, aux dépôts azotés. Et il y a tellement de cochons, de poulets qui sont élevés en Europe que dans l'atmosphère, il y a une concentration en ammoniac telle, en NH3, que ce champignon disparaît des forêts européennes. On observe depuis une trentaine d'années une diminution constante de cette espèce. Et puis il y en a un qui est alors là beaucoup plus difficile à repérer. À moins que vous ayez un nez particulièrement puissant, il vous faudra un chien ou un cochon pour trouver ces truffes noires comme la truffe noire du Périgord. Donc encore une fois, ces structures, ce sont les structures qui permettent la production de spores. Et ce cep, il va produire en une quinzaine de jours 30 milliards de spores.
qui vont se disséminer dans l'atmosphère et assurer la perpétuation de l'espèce. Donc évidemment, quand on est très intéressé par cette partie du monde des champignons, je vous ai mis là un inventaire, on pourrait presque faire un quiz, hein, puisque je vois qu'il y a des mycologues. Si je vous dis le représentant de la société locale de mycologie, là, celui-ci, hein, ou alors là, est-ce que vous reconnaissez les lactaires? On a une jolie collection de lactaires délicieux, et lactaires du hêtre, lactaires du chêne. On a des russules qui sont toujours très spectaculaires, avec des couleurs étonnantes, hein, mais qui sont généralement peu comestibles. Et puis évidemment, là, vous avez toute la grande famille des amanites, avec quelques amanites comestibles, comme la golmotte, l'amanite rougissante, mais la terrible amanite phalloïde. Un tout petit morceau dans votre sauté de champignons, et puis c'est toute la famille qui se retrouve à l'hôpital. Et puis celle-là, l'amanite muscaria, l'amanite tue-mouche qu'on évoquait tout à l'heure, bah, si vous avez le courage, pelez la cuticule, faites-la sécher, fumez-la, et du coup, vous irez vous promener avec les dieux, vous serez capable de dialoguer avec les dieux. C'est le champignon qui était utilisé par les sorciers et les chamans depuis des millénaires pour pouvoir interagir avec le monde de l'au-delà. Donc les champignons ont beaucoup d'intérêt, vous voyez. Mais ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est les mycorhizes. Alors le titre de la conférence, je me suis dit, les gens qui dans la rue, là, à Marseille, voient le titre de la conférence champignons et mycorhizes, ouf, ils vont pas vouloir venir, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est des mycorhizes? Alors qu'est-ce que vous entendez dans mycorhize? Myco, champignon, et rhize, racine. Donc mycorhize, c'est une racine champignon. C'est une chimère, c'est la structure, l'organe, qui est constitué par le mélange des cellules, des tissus du champignon et des cellules et des tissus de la racine, intimement liés. Et quand on regarde les racines d'un arbre, dans la nature, on ne trouve jamais de racines seules. Toutes les racines sont en interaction avec des champignons. Et toute la diversité des fructifications que nous voyons là, les couleurs extrêmement étonnantes des champignons, eh bien on va les retrouver au niveau du système racinaire. Et quand le lactaire délicieux va faire une racine mycorhizée avec un pain, ben vous avez cette structure extraordinaire, prolifération des racines, et puis formation d'une fourchette, et même la couleur de la racine change. Pourquoi? Parce que le champignon vient s'installer sur le système racinaire, forme une chaussette autour de la racine et modifie totalement sa structure, sa forme, sa biologie et son développement. Et donc là, vous avez une mycorhize de pin associée au lactaire délicieux. Ici, encore plus jolie, je trouve en tout cas, une racine de hêtre associée à un laccaire. Le laccaire couleur d'améthyste. C'est celui que vous trouvez dans les bois avec cette couleur lit de vin extrêmement puissante. Eh bien, ce champignon va former des mycorhizes avec cette même couleur. Ici, on a la russule ocre jaune. Ben, vous voyez que les racines de l'arbre colonisées par la russule ocre jaune acquièrent les couleurs du champignon parce que le champignon, en fait, il entoure la totalité de la racine. Donc, on a une énorme diversité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs milliers d'espèces de champignons mycorhiziens symbiotiques dans une forêt. Dans une hêtraie ou dans une chênaie, une sapinière ou une pessière, on peut rencontrer 1500, 2000 espèces de champignons différents. Ce que vous voyez sous forme de fructification, c'est qu'une toute petite partie de ce monde souterrain. Et un chêne, le chêne adulte que je vous ai présenté tout à l'heure, il va interagir avec 200, 250, 300 espèces de champignons. Ce n'est pas une simple association à un arbre, un champignon mycorhizien, c'est un arbre avec des centaines de champignons. Quand on se promène le long du système racinaire, parfois chaque racine, chaque radicelle va porter un champignon différent. Et nous, aujourd'hui, scientifiques qui travaillons sur cette symbiose, on reste époustouflés. Et on ne comprend pas toujours, on n'a toujours pas compris comment l'arbre était capable de dialoguer avec cet énorme cortège d'organismes. Ce n'est pas un mariage à deux, c'est un mariage à 200 ou 300. Donc vous imaginez, c'est déjà difficile un mariage à deux. Alors un mariage comme ça, une association avec autant de partenaires, ça doit être bigrement compliqué. Quels sont les messages, quel est le vocabulaire utilisé par chacun de ces champignons pour dialoguer avec l'arbre, pour être rétribué de son travail?
Donc c'est ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment ces champignons sont capables de modifier à tel point le système racinaire de la plante, et surtout comment la plante fait-elle pour accepter cet organisme étranger sur son système racinaire. Comment se fait-il que le système immunitaire de la plante ne rejette pas cet intrus qui vient pénétrer ses racines? Imaginez-vous, demain matin, vous vous réveillez et vous avez un laquaire couleur d'améthyste ou une russule ocre jaune qui a colonisé 50% de vos pieds. J'ose espérer que votre système immunitaire sera capable de rejeter cette colonisation inattendue. Alors, je vous ai mis cette image-là parce que je la trouve, on a dit qu'on faisait ce soir une conférence un peu en lien avec l'art. Et vous voyez qu'on est capable, nous scientifiques, de produire des œuvres d'art. Du moins, la nature produit des œuvres d'art et on est capable de les révéler. C'est-à-dire que là, vous avez une racine de pin, les racines de pin que je vous ai présentées juste avant, celle-là, on peut faire une section. On peut sectionner l'apex, la pointe de ces racines, colonisées par le champignon, et on peut colorer en rouge, avec un colorant spécifique, on colore en rouge les tissus de la racine. Donc tout ce que vous avez en rouge ici, c'est la plante. Vous retrouvez ces cellules du parenchyme cortical, l'épiderme de la racine, voilà, toutes ces grosses cellules-là. Et on colore en vert le champignon. Et là, vous vous apercevez que la présence du champignon, elle est considérable. L'intrusion est vraiment phénoménale. D'abord, la racine est complètement entourée de ce manteau d'ifs, de filaments fongiques qui sont agrégés pour former un tissu très compact, qu'on appelle le manchon, que j'appelle parfois une chaussette. Pour bien montrer l'image de la cellule est entièrement entourée par cette structure. Mais surtout, vous voyez que le champignon il est capable de coloniser l'espace entre les cellules de la racine. Et elle est très profonde dans la racine. Et c'est ce qui va constituer en fait cette zone-là, ce réseau de filaments fongiques entre les cellules de la racine. C'est là que va se dérouler les échanges, le troc, le commerce équitable entre les deux partenaires. La plante va donner des sucres, du glucose, à tout ce réseau de champignons, et en échange, eh bien, tous les éléments nutritifs, azote, phosphate, potassium, qui ont été puisés dans le sol par le réseau de champignons, vont être transférés à la racine. Donc là, on a bien une symbiose gagnant-gagnant. Les deux partenaires bénéficient de cette interaction. On a bien du mutualisme, une coopération entre champignons et arbres. Alors, ces champignons-là, ils sont formidables parce qu'en fait, là, c'est la structure qui est formée dans la racine, mais si je regarde un peu comment ça se passe dans le sol, on est capable de reproduire au laboratoire ce qui se passe dans le sol forestier. Vous avez un jeune pin, là. Il envoie vous reconnaissez les aiguilles, la tige, le système racinaire qui est là. Et chaque petite pointe racinaire, chaque petite radicelle est entourée de blanc, d'un manchot blanchâtre. Eh bien, c'est le champignon qui a créé cette racine mycorhizée. Voilà, vous l'avez là. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à partir de chacune de ces racines, va se développer dans le sol un réseau de mycélium extrêmement dense, extrêmement foisonnant. Il y a 1000 mètres de réseau par mètre de racine. Ça veut dire que la capacité d'absorption du système racinaire est multipliée par plusieurs centaines, voire par quelques milliers. Donc, c'est une énorme... L'arbre, il bénéficie de cet énorme réseau qui explore le sol, qui est capable de s'immiscer dans la moindre anfractuosité du sol pour aller puiser phosphore, azote, potassium ou l'eau pour être transférée à la plante. Donc c'est ce qui explique en fait le succès de cette symbiose, le succès évolutif de cette symbiose, c'est que la présence du champignon stimule, assure la nutrition de la plante et la croissance de l'arbre. Sans ce système racinaire augmenté, comme on dit aujourd'hui, par le réseau mycélien, eh bien les arbres auraient une croissance bien moindre. Et comme souvent on les a relégués dans les sols très pauvres, eh bien, ils n'auraient pas la croissance qu'on connaît aujourd'hui dans les forêts grâce à ce réseau. Alors ça, vous voyez, ça c'est une plante.
avec un champignon. Je vous ai dit qu'il y en avait parfois plusieurs dizaines, plusieurs centaines qui étaient associés. Donc ça peut être plusieurs centaines de réseaux qui sont comme ça émis par le système racinaire en exploration du sol. Et puis chaque plante va avoir son réseau. Le hêtre ne partage pas la même cohorte, le même cortège de champignons mycorhiziens que le chêne ou l'épicéa. Et donc en fait, ce qu'il faut imaginer maintenant quand vous allez vous promener en forêt ce week-end, eh bien, sous vos pieds, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs plantes, un chêne vert, un chêne pédonculé, vous avez des orchidées, vous avez des pervenches au printemps, vous observez des fructifications, et en fait, chacun de ces organismes-là, dans le sol, propage tout un réseau. Et on sait aujourd'hui que certains de ces réseaux sont capables d'interconnecter les différentes plantes de l'écosystème forestier, les différents végétaux de la forêt. Donc, hêtres, chênes, épicéas, sapins peuvent éventuellement être reliés par ces réseaux de filaments fongiques. Là où il y a débat aujourd'hui, là où il y a controverse, c'est quelle est la quantité d'énergie, quelle est la quantité de sucre, quelle est la quantité d'éléments nutritifs qui est transportée d'arbre en arbre par ce réseau. Il y en a même qui suggèrent que certaines molécules d'information, certains signaux d'alerte pourraient bien être transportés par ces réseaux et ainsi se propager d'une partie de la forêt à l'autre pour informer les congénères de la présence d'une agression ou d'un agresseur. En réalité, la science aujourd'hui n'a pas encore démontré l'existence de ces transferts à longue distance entre les plantes, entre les arbres de la forêt, mais on y travaille dur et on saura dans quelques années, je pense, si effectivement ces réseaux souterrains mycorhiziens ont un rôle important dans le transfert d'énergie, le transfert de nutriments, d'éléments nutritifs, voire d'éléments informationnels entre les différentes parties de la forêt. Donc aujourd'hui, cette vision un peu naïve de la forêt, qui a été propagée par quelques ouvrages et quelques films, donc on appelle en anglais the World Wide Web, l'Internet des forêts. Je suis désolé de vous avouer qu'aujourd'hui, les scientifiques ne partagent pas cette vision un peu anthropomorphique, en fait. On aimerait bien que les arbres s'entraident, parce qu'on pourrait dire, regardez, les arbres, ces végétaux, ils sont capables de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire coopérer et interagir. Donc là, on est vraiment sur une controverse très forte, mais les médias sont allés beaucoup trop loin dans cette projection d'une image d'une forêt un peu bisounours, où tous les arbres s'aiment, s'entraident, où le papa arbre ou la maman arbre allaite ses petits arbres. Non, ça reste quand même un milieu de prédation, et même si la coopération, j'essaie ce soir de vous convaincre que la coopération et la symbiose c'est important, reste que la compétition est l'un des moteurs forts des écosystèmes forestiers. Alors l'image que vous devriez retenir aussi de ce qui se passe dans le sol, un peu, c'est les images qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Donc là, c'était une représentation artistique de ces réseaux, mais on est capable aujourd'hui d'avoir les outils qui nous permettent de visualiser comment sont ces réseaux en réalité. Et vous voyez, ça ressemble terriblement à nos systèmes neuronaux. On pourrait voir là une tranche de notre cerveau, avec des connexions multiples entre les différents réseaux filamenteux de filaments de champignons mycorhiziens et des autres qui existent dans le sol. Donc j'ai tendance à dire, peut-être pas ici ce soir, mais quand je suis avec des collégiens, je leur dis, mais pourquoi aller sur la Lune alors qu'il y a des galaxies inexplorées juste sous nos pieds? Pourquoi s'envoler vers les cieux alors que l'on peut explorer les profondeurs telluriques? Et donc les sols contiennent aujourd'hui des réseaux d'interaction parmi les plus complexes de la planète. Et donc on a créé une fondation internationale qu'on a appelée, en français c'est moins joli, mais c'est les astronautes des mondes souterrains. Et donc il existe aujourd'hui une société qui s'appelle SPUN, Société pour la protection des réseaux souterrains. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que, avec Toby Kears, qui est la fondatrice de ce réseau international, c'est qu'aujourd'hui, sur les 3 millions d'espèces de champignons qui existent probablement sur notre planète, on en a nommé, on en a inventorié, on en a caractérisé que 150 000.
Et aujourd'hui, les activités humaines sont telles, la pression des activités humaines est telle qu'un nombre extrêmement important d'espèces est en train de disparaître, d'espèces de ces champignons, des microbes, alors même qu'on ne les a pas nommés, inventoriés, détectés. Et vous savez bien que ce que l'on nomme pas n'existe pas. On a pu sauver la baleine bleue, on a pu sauver les pandas, on peut sauver certaines chouettes, mais si je vous demande de sauver le cénococcum ou le lactaire délicieux, encore le lactaire délicieux ici, vous le trouvez délicieux, donc vous pourriez peut-être vous mobiliser pour le défendre. Mais il y a une multitude de champignons dont les noms sont soit incompréhensibles, soit tout simplement ils n'ont pas de nom. Donc il faut absolument que les scientifiques accélèrent l'identification de ces champignons qui forment des réseaux souterrains. Et donc on organise, on finance une série d'expéditions à travers la planète, dans tous les endroits reculés du monde, depuis la Patagonie jusqu'au Labrador, la Sibérie, pas trop en ce moment la Sibérie, mais bon, la Mongolie, le Yunnan, Tahiti, où on ne sait pas, on n'a jamais inventorié, on n'a jamais recensé ces organismes. Donc ces expéditions sont faites régulièrement, et des fois on ne va pas en Patagonie, on ne va pas dans le Yunnan. Le mois dernier, nous étions en Corse, parce qu'on ne sait pas du tout, on ne connaît pas la biodiversité des champignons dans les sols corses. Donc on a parcouru la Corse pendant une semaine, du Cap Corse jusqu'à Bonifacio, de la côte jusqu'à la Crète, à collecter des échantillons de sol. Donc ça ressemble un peu à ça, nos échantillons de sol. Quand je vous dis on inventorie, on recense la diversité, en fait on prélève des carottes de sol et on extrait l'ADN, et même maintenant on peut extraire les ARN, on extrait l'ADN, un peu comme les policiers qui font les empreintes génétiques, eh bien nous faisons exactement la même chose sur le sol des forêts, des prairies, des zones dunaires à travers la Corse. Et avec cet ADN qui est extrait, à la technique des empreintes génétiques, on peut lister, inventorier, recenser toute cette diversité. Alors, je ne regarde pas l'heure, moi, quand je parle. Est-ce que ça fait combien de temps que je bavarde, là, je parle de champignons? Ça va, j'ai encore un peu de temps pour vous faire le chapitre un peu sombre de la conférence. Donc, il ne faut pas tarder à terminer, alors. C'est ça, il faut qu'à 7 heures, on soit dehors. Allez, encore un petit 10 minutes. Je pense que j'aurai terminé là, parce que bon, j'espère vous avoir convaincu à ce stade-là que les forêts, elles ne peuvent pas exister sans ce microbiote, sans cet ensemble de micro-organismes du sol, dont les champignons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les forêts se meurent. Il suffit d'aller se promener un peu partout dans les forêts du sud, du centre, du nord de la France, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans l'Argonne, dans le Jura, dans le Limousin. C'est très difficile de ne pas voir certains pans de forêt complètement desséchés. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 à 15% des arbres qui sont soit morts, soit malades dans la plupart des massifs forestiers français. Et c'est la même chose en Suisse, c'est la même chose en Allemagne, c'est un peu partout en Europe. Les forêts dépérissent. Donc on essaye aujourd'hui de comprendre pourquoi, d'abord de faire un diagnostic, et puis de savoir ce qui se passe, de comprendre pourquoi ils meurent, les arbres, pourquoi des massifs entiers disparaissent, mais pourquoi parfois sur un pan de la colline, la forêt subsiste, et puis sur un pan de la colline voisine, la forêt disparaît. On ne sait pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a des efforts considérables qui sont faits par la communauté scientifique pour diagnostiquer, décrire le phénomène de mort des arbres, de dépérissement. Et puis dans un deuxième temps, une fois que le diagnostic est fait, évidemment la question que les forestiers nous posent, ou les responsables des parcs et jardins de toutes les métropoles françaises, c'est qu'est-ce que l'on doit planter aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'il y aura encore des forêts dans 50 ans? Ceux qui ont mon âge, évidemment, l'inquiétude, c'est que nos petits-enfants vivent dans un monde dépourvu de forêts. Et puis, évidemment, comme je suis microbiologiste et mycologue, quand je dis quel futur pour nos forêts, c'est quel futur pour nos champignons. Est-ce que vos coins champignons seront encore là dans 5 ans? Ou est-ce qu'ils auront grimpé de 200 mètres en altitude? Ou complètement disparu? Donc aujourd'hui, on cherche à comprendre pourquoi. Alors, ce graphique est un peu compliqué, mais je vais vous le simplifier.
C'est un graphique qui a été produit par Météo France et qui vous donne le cumul de pluie agrégé sur la France en litres par mètre carré. Donc ça vous donne une image de la quantité d'eau qui tombe sur le sol par an. Et puis ici, vous avez la température moyenne cumulée également sur l'année. Donc c'est le croisement des deux valeurs, quantité de pluie et température, c'est un bon indicateur de l'évolution du climat. Donc on s'aperçoit que dans les années 60-70, cette partie du graphique là en bleu, alors ceux qui ont mon âge, on s'en rappelle bien, hein, on n'avait que des étés pourris. Il faisait froid, il pleuvait tout le temps, même au mois de juillet, au mois d'août. Et donc effectivement, on avait beaucoup d'eau et des températures plutôt modestes. Mais par contre, ces dernières années, 2018, 2019, 2020, on a eu un répit en 2023, 2022. Voilà, on a très peu d'eau et des températures anormalement élevées. Le mois d'octobre, vous l'avez entendu comme moi, le mois d'octobre a été le mois le plus chaud jamais enregistré depuis qu'on enregistre. Donc ça fait depuis des centaines d'années. Et en fait, c'est cette zone encadrée en rouge, avec des températures de l'ordre en moyenne supérieures à 20 degrés, et puis des quantités d'eau très faibles, c'est ce qui définit un climat semi-aride. Et un climat méditerranéen, alors vous êtes assez bien habitué à ce climat ici, mais c'est plus le climat d'Alger, déjà de l'autre côté de la Méditerranée. Donc dans la région parisienne ou dans le Grand Est, on a connu un climat de type méditerranéen. Donc il est bien clair que les plantes qui sont dans ces régions du nord de la France, ou par exemple du Grand Est, de la Lorraine et de l'Alsace, c'est des plantes qui sont adaptées à un milieu frais et humide. Si vous leur imposez une succession d'années très sèches et très chaudes, ben ces espèces-là ne sont plus dans ce qu'on appelle l'enveloppe écologique, le milieu qui leur convient. Et ces plantes crèvent. Et là, on a une carte qui reprend un petit peu cette idée-là. C'est les régions qui ont subi un réchauffement et une diminution des précipitations les plus importantes. C'est dans les tons rouges. Donc vous voyez, il y a quand même toute une partie de la France, le cœur de la France, le nord et le Grand Est, qui ont eu des températures et une absence de précipitations exceptionnelle. Donc il est clair que le monde végétal et tout le monde qui tourne autour, hein, pas que le monde végétal, le monde animal, tous les organismes souffrent. La biodiversité souffre considérablement. Et je voudrais vous illustrer ça par deux exemples. Prendre deux espèces qui sont emblématiques de nos forêts françaises. En haut, vous avez le hêtre. Le hêtre, c'est vraiment une espèce qui est présente sur les 2/3 du territoire national, métropolitain. C'est une espèce qui aime les milieux frais et humides. Et vous avez sur cette carte sa répartition en 2005. Ça remonte quand même déjà à une quinzaine d'années. Hein. Vous avez en rouge, en jaune, en orange et en vert, là où le hêtre se plaît bien, où il a la température et les précipitations qui lui conviennent. Donc vous voyez qu'il occupait quand même une partie importante des forêts françaises. Si le climat obéit aux modèles qui sont aujourd'hui prédits par le Météo France, eh bien, en 2100, les températures seront telles et les précipitations seront telles que le hêtre sera restreint en gros à 15% de la surface qu'il connaît aujourd'hui. Les 2/3 de son aire de répartition actuelle aura disparu et il sera relégué au massif montagneux des Vosges ou des Alpes ou du Massif central. Donc cette espèce-là, le hêtre, qui est emblématique de nos forêts, il va a priori disparaître. Et avec lui, évidemment, tout le cortège d'organismes qui vit en interaction avec lui. Donc lui, c'est le grand perdant. Le hêtre, il fait partie des espèces qui devraient disparaître, a priori, de nos régions, ou se réfugier dans les sommets, vers les sommets. Par contre, un autre exemple, alors vous le connaissez bien ici, dans la garrigue, le chêne vert, espèce parfaitement adaptée depuis 6000 ans, au moins 6000 ans, au climat méditerranéen, système racinaire très profond, il peut descendre à 15 mètres, 20 mètres, des feuilles adaptées à la sécheresse. Cet arbre-là, il survit très bien dans un climat méditerranéen. Il est d'ailleurs, en 2005, il était quasiment restreint au pourtour méditerranéen, avec quelques îlots du côté de Biarritz.
Eh bien, en 2100, cet arbre-là va coloniser quasiment la moitié du territoire français. On va trouver le chêne vert. Peut-être bien, quand je dis ça aux journalistes parisiens, ils ne me croient pas, mais c'est pas impossible qu'on le retrouve aux portes de Paris. Quand on est de la garrigue, que la garrigue, et le chêne vert en particulier, se diffusent à travers le territoire. Et on sait aujourd'hui d'ailleurs que le chêne vert, il est bien remonté le long des cordons dunaires de l'Atlantique, et il remonte depuis 1920 en fait. Et il monte à peu près à 60 mètres par an. Il se déplace à 60 mètres par an. Donc déjà, quand on a les chiffres, les enregistrements, on s'aperçoit que déjà depuis des dizaines d'années, la végétation, les paysages ont changé. Donc ça, c'est deux exemples de ce qui va se passer. Alors après, ce sont des modèles. Donc c'est possible qu'en réalité, les plantes arrivent à s'adapter mieux qu'on le pense à ces conditions extrêmes. Peut-être qu'il existe déjà dans les populations de hêtres et de chênes des individus adaptés au climat futur, mais qu'on n'a pas encore détectés et qui sont minoritaires, mais qui vont devenir majoritaires à l'avenir si le climat change. Donc cette vision un peu pessimiste va n'est peut-être pas, ne sera pas aussi sombre que celle-là, et éventuellement en parler. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que tout ce cortège de champignons, que ce soit les champignons décomposeurs, comme cette pseudopleurote, ou ces champignons symbiotiques comme l'amanite tumouche ou le bolet orangé, ou les décomposeurs comme le coprin ou les mycènes, eh bien, ils bougent aussi. Donc avec les collègues suisses, on a enregistré déjà, on a été consulter toutes les relevés que font les mycologues amateurs à travers l'Europe, et on s'aperçoit en fait que ça fait déjà un bout de temps que les champignons bougent avec leurs plantes. Et dans les montagnes comme les Pyrénées et les Alpes, où la lisière de la forêt a grimpé de 200 mètres en 20-30 ans, ce qui est considérable, eh bien, les champignons, aussi bien symbiotiques que dégradeurs de litière ou décomposeurs de bois, eh bien, ils accompagnent leurs arbres, ils grimpent vers les sommets. Tous, là, ils ont grimpé de quelques mètres à plusieurs mètres au cours des dernières années. Donc, encore une fois, les coins champignons, ils ont changé. Ils sont montés un peu plus haut. La forêt monte vers les sommets, suite au changement climatique, mais aussi probablement à la déprise agricole. Il y a de moins en moins d'élevage dans les forêts. Et donc, il y a de plus en plus la forêt reconquérit ces espaces et monte vers les cimes, monte vers les alpages. Et donc, les champignons et beaucoup d'autres organismes, nos collègues comme Jonathan Lenoir ont montré que quasiment tous les organismes bougeaient, se mouvaient avec les plantes et les arbres. Il n'y a que les espèces comme les batraciens, les salamandres, les grenouilles, qui sont un peu dans une très mauvaise position, parce que les mares, elles ne bougent pas. Donc là, ils sont coincés dans leur mare, et les mares ne montent pas. Donc c'est un groupe d'organismes, là, les batraciens, qui est en danger extrême dans les montagnes, parce qu'ils n'arrivent pas à grimper à accompagner leurs hôtes. Et je vous propose peut-être d'arrêter là, on y reviendra peut-être à ça tout à l'heure. Je voulais juste terminer par cette image, cette diapositive, pour un peu tirer les conclusions de cette conférence. J'espère que je pense que j'ai prêché les convaincus quand même. Si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord avec moi que la forêt, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. La forêt, c'est l'endroit où aujourd'hui, la forêt métropolitaine, 75% de la biodiversité française se retrouve, subsiste, survit dans les forêts. C'est le lieu où il y a la plus grande naturalité. Si on a envie de retrouver un monde à peu près naturel, c'est en forêt qu'il faut aller. C'est un lieu effectivement d'une très grande biodiversité, c'est un réseau d'interaction. J'espère que maintenant, quand vous irez en forêt, vous fermez les yeux et vous imaginez tous ces liens sous forme de rayons qui sont tissés entre tous les êtres vivants de la forêt. N'empêche que ça reste une ressource. En France, la forêt, c'est aussi du bois. On est nombreux à vouloir des meubles en bois, à avoir un parquet en chêne. On alimente des usines pour faire des panneaux de particules. Donc il faut que le bois serve encore de ressource. Ça peut être de la bioénergie. Donc il faut arriver à trouver aujourd'hui, à gérer cette forêt multifonctionnelle, à la fois ressources, protection de la biodiversité. Et donc il faut que tout le monde, tous les utilisateurs, tous les amateurs de la forêt se mettent autour d'une table et essaye de gérer la forêt qui doit répondre à toutes ces injonctions.
différentes. Parce que la forêt, c'est un bien commun. Et puis moi, je reste époustouflé, après pourtant des années, il n'y a pas une semaine où je ne parcours pas la forêt, mais quand je rentre dans une forêt, quelles que soient les saisons, je ressens une très grande sérénité. C'est beau. Un arbre au printemps, quand vous rentrez dans la forêt fin avril, en Lorraine c'est fin avril, ici je ne sais pas, où la forêt était noire, dépourvue de feuilles, et là en une semaine, des fois c'est un week-end, le monde devient vert, c'est un moment extrêmement, que je trouve extrêmement émouvant. Et puis en ce moment qu'il n'y a plus, eh bien, tous ces champignons qui sortent du sol, toutes ces beautés, toutes ces structures esthétiques, ben, c'est également un grand moment presque d'extase. Mais voilà, tout ça, espérons que ça ne disparaisse pas. Et c'est vrai qu'en tant que chercheur forestier, on est un peu angoissé. Et il y en a d'autres dans la salle, des chercheurs forestiers, on est tous un peu inquiets parce qu'on ne sait pas très bien comment seront, on est incapable de vous dire comment les forêts seront dans 50 ans ou dans un siècle. Et ce n'est pas grand-chose, 50 ans. Hein. Ça passe vite, une vie. Et voilà, on a des enfants, des petits-enfants, on s'interroge. Voilà, j'ai pas mal bavardé, mais je suis prêt à répondre à vos questions, si je ne vous ai pas assommé. Alors on peut parler aussi bien des arbres que des champignons. Et je crois qu'il y a un micro. Merci à vous. Merci. Alors, voilà, qui suivez-vous pour la première question? Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais deux questions. Oui. Une concernant la gestion des forêts. Donc vous avez précisé que les gestionnaires des forêts publiques, donc c'est l'ONF, mais comme on sait que dans beaucoup de régions, par exemple... Il faut parler un petit peu... Non, il faut le mettre tout près de la bouche. Ah, ok, pardon. Par exemple, dans le Lot, je sais qu'il y a 99% des forêts qui sont privées. Oui. Est-ce qu'il existe... quelles sont les législations concernant l'entretien des forêts? Est-ce que l'ONF intervient, etc. Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé d'un rite de sorcellerie sur les amanites tumouches. Je voulais savoir si vous auriez peut-être un ouvrage à me conseiller pour trouver plus de légendes, parce que je connais aussi une légende sur les cercles de fées au Moyen-Âge, où on disait que les sorcières elles se mettaient à l'intérieur des cercles de fées. Voilà. Et donc, ça me passionne pas mal ces légendes-là, et je voulais savoir si vous sauriez me conseiller un ouvrage. Voilà. Oui, bien sûr. Non, la première question était autour de... évidemment, moi je suis lorrain, donc en fait dans le Grand Est, 70% de la forêt est gérée par l'Office national des forêts. C'est une forêt publique ou des forêts communales. Et même les forêts communales, les bois communaux, c'est l'Office national des forêts qui gère ces bois, qui met en place des plans de gestion sur 20 ans. Maintenant, c'est plutôt sur 5 ans parce que ça bouge vite. Alors là, on a donc la réglementation, l'Office national des forêts. Moi, j'ai bien vu le phénomène se dérouler, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, et il y a 40 ans, la forêt française, c'était avant tout une forêt colbertienne, et elle était là pour produire du bois pour les galères, si je résume un peu, pour la marine. Et c'est devenu du bois ressource. Et puis, depuis 10-15 ans, on s'aperçoit qu'à l'Office national des forêts, eh bien, la notion de biodiversité est devenue extrêmement prégnante et extrêmement importante. Donc en fait, dans le discours d'un technicien forestier, même ceux qui vont venir vous voir dans les villages, la plupart vont relayer le discours que les chercheurs forestiers ont depuis une trentaine d'années, c'est que la forêt, c'est à la fois du bois, une ressource, mais c'est aussi le seul lieu qui nous reste où il y a une biodiversité. Donc c'est vraiment écrit dans les textes, dans la réglementation, et dans les forêts de l'ONF, les forêts publiques, elles sont généralement, il peut y avoir des contradicteurs dans la salle, mais généralement c'est bien géré. Ce sont des futaies régulières. Alors, quand on fait une futée régulière, à la fin, au bout de 120 ans, on fait des coupes rases. Et donc ça, c'est très mal perçu. Donc petit à petit, l'ONF supprime les coupes rases de ces parcours de sylviculture. Et donc on va voir disparaître dans les forêts publiques la coupe rase pour aller vers des forêts diversifiées, avec des arbres d'âge différents, avec des densités plus faibles, tous des facteurs qu'on leur a recommandés pour essayer d'éviter que les forêts meurent de soif. Alors, en forêt privée,
Et on en parlait avec Vincent, il y a une forêt privée qui est spectaculaire, c'est les forêts de Gironde. La forêt landaise, c'est 1 million d'hectares de pins maritimes, qui est géré comme un champ de maïs. Pas plus, pas moins. Ce qui peut être tout à fait légitime. On a des agriculteurs qui nous font pousser du blé, qui font pousser du maïs. On peut très bien avoir des forestiers qui font pousser des champs de pins maritimes. Le risque, c'est que ces plantations, ces champs d'arbres, sont très sensibles aux attaques par les parasites. Aussitôt qu'il y a un parasite qui arrive, il n'a pas à chercher l'arbre dans une forêt multiple. Il va éliminer rapidement la plantation. Et puis si jamais il y a une étincelle, on arrive à avoir des méga-feux. Mais voilà, c'est une forêt privée qui est faite, c'est une forêt industrielle. Et moi, je respecte complètement ce point de vue. C'est-à-dire que je suis bien conscient que dans un territoire comme le nôtre, il faut que la forêt le gestionnaire forestier, il obéit à des injonctions contradictoires. Il faut que ça produise du bois, mais en même temps, il faut que ça protège la biodiversité et la qualité de l'eau. Et puis les champignons. Voilà, donc il faut imaginer que notre pays, il est assez grand pour avoir une mosaïque de forêts. On est plusieurs à prôner ce type de forêt, où on va avoir des forêts en libre évolution. Alors peut-être un jour la forêt primaire que Francis Allais prône, des endroits où l'homme ne sera plus autorisé à pénétrer, où la forêt sera libre d'évoluer pendant un millénaire. Mais avant ça, il y a toutes les forêts intégrales, les réserves intégrales qui existent en France, souvent dans les fonds de vallée, dans les endroits où les forestiers ne peuvent pas aller, donc c'est bien pratique. Mais ça représente aujourd'hui 1% du territoire. Il faut arriver à pousser les élus à monter à 5%. Les Allemands disent 10%. Ça, ce serait pas mal. 10% de forêt intégrale en libre évolution. Mais voilà, il y a cette forêt d'un côté, la forêt industrielle, à une extrémité du spectre, mais qui est respectable. Faut-il encore que, effectivement, ces gestionnaires privés travaillent proprement, c'est-à-dire que même cette forêt de plantation, il faut, quand on va chercher les bois, ne pas prendre des engins qui font 50 tonnes et laisser des ornières de 1 mètre de profondeur, parce qu'il faut 50 ans pour que le sol se restitue et que tout ce monde microbien survive. Mais je crains que, comme dans tous les métiers, il y a des salopards qui, de toute façon, quoi qu'en fasse, quelle que soit la réglementation, elle existe. Il y en a qui n'en ont rien à cirer. Donc ceux-là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour les forêts qu'ils gèrent. Mais normalement, les forêts privées, les gestionnaires des forêts privées sont regroupés dans un syndicat, le Centre national de la propriété privée, le CNPF, avec des antennes régionales. Et je peux vous dire qu'ils travaillent en étroite relation avec l'Office national des forêts. C'est des forestiers, la plupart d'entre eux aiment énormément leur forêt. Et quand ils traversent une forêt qui est malade, moi je les ai vus, ils pleurent. Ils sont très angoissés par l'avenir de leur forêt. Donc là aussi, c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens qui aiment bien il y a des vrais forestiers, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Donc voilà, donc dans le Lot, c'est vrai que dans le Limousin, on a planté beaucoup de sapins de Douglas, des plantations de sapins de Douglas. Ça a changé profondément le paysage. Ça devient des forêts noires. Il n'y a pas beaucoup de cèpes en dessous, donc ce n'est pas l'idéal. Mais pendant 2000 ans, les moutons avaient tout ravagé. Pendant 2000 ans, l'élevage, tous les pasteurs, enfin les éleveurs, avaient supprimé les forêts de toute façon qui préexistaient avant le néolithique. Donc ces forêts-là est-ce que c'est pire que des pâturages? Je ne sais pas, chacun a son opinion. Donc ça répond à votre première question ou pas? Oui. Deuxième question, oui. Est-ce qu'il y a un livre où je peux connaître comment préparer une petite solution d'amanite tumouche? Voilà, donc ce qu'on appelle l'ethnomycologie. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, il y a plusieurs ethnologues qui se sont intéressés à comment l'humanité, comment les sociétés, depuis très longtemps, ont utilisé les champignons. D'abord, les cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, les champignons, c'était une des ressources importantes de la nourriture. Donc il faut imaginer à cette époque-là que quelqu'un dans la tribu goûtait. Quels sont les premiers qui ont découvert que la manite phalloïde était mortelle? Donc en fait, probablement qu'ils goûtaient un petit morceau, puis toute la famille attendait à savoir si le pépé ou la mémé ou le sorcier ou la sorcière, souvent le chaman, survivait. Donc moi je suis extrêmement admiratif quand on commence à trouver des textes un peu... Il n'y a pas beaucoup d'écrits, mais on retrouve sur les fresques incas ou aztèques,
on retrouve le champignon est omniprésent. Donc il est utilisé depuis très longtemps comme moyen, encore une fois, de communiquer avec les dieux. Il y a l'amanite tumouche, mais il y a tous les psilocybes qui sont bourrés de composés très proches de nos neurotransmetteurs comme la sérotonine. Et donc quand on les avale, ça perturbe complètement notre système nerveux et on a une excitation, des hallucinations, etc. Donc il existe quelques ouvrages qui traite de ça. Alors en français, par contre, j'en ai pas un qui vient à l'esprit, mais dans mon premier bouquin, écrit en 2014, Est-ce que tous les champignons ont un chapeau, je raconte pas mal d'anecdotes sur ça. Par exemple, que la manite tumouche, dans les tribus lapones et sibériennes, elle était consommée essentiellement par les nobles, parce que évidemment, il ne fallait pas que le Pékin moyen, enfin le Lapon moyen, puisse communiquer avec les dieux, parce que c'est un privilège à l'époque de pouvoir aller chercher la parole divine, un peu comme Moïse sur le mont Sinaï. Et ben là, les chamans allaient chercher la parole qui restituait après à toute la tribu. Donc évidemment, c'était une clé indispensable. Donc seul le chaman et les nobles de la tribu pouvaient consommer la cuticule de la manite tumouche. Mais l'urine des nobles pouvait être utilisée par le peuple. Donc il y avait comme ça une diminution de la concentration en mucimol, qui est la molécule excitante, hallucinogène, de la manite muscaria, de la manite tumouche. Et donc comme ça, on a des ethnologues, dans les années 60, ont été dans les tribus sibériennes et lapones pour aller rechercher ces histoires. On sait que la momie de Otzi, qui a été retrouvée tout près dans le Haut-Adige, sur un col momifié, c'est une ressource incroyable. C'est un homme du néolithique, il y a 4000 ans, qui a été tué par une flèche, et tombé dans un glacier, conservé pendant 4000 ans. Et on a même sa besace. Et quand on regarde ce qu'il a dans sa besace, il a 2 morceaux de champignons. Il a l'amadouvier, que je vous ai montré plusieurs fois sur les troncs. L'amadouvier, à l'intérieur, il a de l'étoupe. Il a ses tubes. La dernière photo, voilà. Et donc, amadou. Et donc, ça servait d'étoupe pour démarrer le feu. Donc, il avait ça avec lui. Et puis, il avait du polypore du bouleau. Parce que le polypore du bouleau contient un vermifuge. Donc il se soignait avec ça. Donc c'est extraordinaire quand on peut retracer l'histoire, suivre comme ça les champignons à travers l'histoire. Oui. J'avais des questions, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, vous pourrez répondre brièvement. J'avais plusieurs questions, mais on doit se dépêcher un peu. Oui, bien sûr. Je voudrais savoir, avec les Boletus edulis et l'agaric, avec quelle espèce ils s'associaient. Répétez voir. Boletus edulis, c'est les cèpes, et les agarics. L'agaric, par exemple, si c'était avec des herbes ou d'autres types de plantes, je ne pense pas que c'était des arbres. Alors, si j'ai bien compris la question, ça tourne autour de Boletus edulis. Oui, donc, c'est un champignon qui est complètement inféodé en interaction avec les arbres. Oui. C'est un champignon symbiotique. Quels arbres ? Quels arbres ? Alors, le bolet, comme la manite tumouche, le Boletus edulis, le cèpe de Bordeaux, il est assez généraliste. Et qu'on va le retrouver aussi bien sous un chêne que sous un épicéa de 30 ans ou un châtaignier. Donc, c'est un champignon... Et avec des cystes aussi, voilà, c'est possible qui est plutôt généraliste, contrairement au lactaire délicieux ou lactaire du sapin qui est très spécifique. Quant à l'agaric, c'est bien ça ? Ou alors, quand vous dites agaric, c'est champignon de Paris, le cousin du champignon de Paris. Alors lui, c'est un décomposeur de prairies. C'est un champignon qui se nourrit des herbes, des plantes. Donc ça profite, ce n'est pas un symbionte. Voilà, et lui, les décomposeurs, alors pas un profiteur. Moi, ça profite. Je prends toujours la même image. Ça profite, pardon. Oui, pardon. On n'entend pas spécial. Ou c'est peut-être moi qui n'entends pas bien. Je dis toujours le bon, la brute et le truand. Donc le bon, c'est les symbiotes comme le cèpe, la chanterelle, les cortinaires, les russules. Ils sont en interaction avec l'arbre. La brute, c'est ceux qui ne sont pas embarrassés d'un dialogue avec les plantes. Ils attaquent le bois, ils le mangent, ou les détritus végétaux. Et le truand, c'est les parasites qui vont injecter des toxines pour tuer la plante ou tuer l'arbre. Une autre question, lors des incendies, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les spores des champignons? Ou est-ce que toutes les mycorhizes et les ifs sont détruits, on met longtemps à récupérer? Comment ça se passe? Comment brièvement, hein. Le devenir des spores. Le devenir des spores.
Oui, Voilà. Et des ifs, tous les champignons de forêt, quand il y a des incendies, comment ça évolue après? Est-ce qu'ils sont détruits complètement? Alors, quelles que soient les conditions, alors quand on a une période de sécheresse extrêmement longue, alors on est bien d'accord, la spore, elle quitte le chapeau du bolet, elle tombe à travers les tubes, elle s'envole, elle peut rester sous forme de spore dans l'humus et dans la litière pendant plusieurs années, attendre les conditions idéales de germination de l'eau. À ce moment-là, elle germe, le tube germinatif, un petit tube. Elles ne sont pas brûlées? Quand il y a un incendie, ça dépend de l'intensité du feu. En fait, il a été montré que quand c'est des incendies naturels qui font partie du processus écologique, c'est-à-dire un feu tous les 20 ou 30 ans dans la garrigue, ici par exemple, ou tous les 50 ans, le feu n'est pas tellement intense sur le sol, et donc les spores qui sont dans les 10, 15, 20 premiers centimètres vont survivre à l'incendie. C'est-à-dire l'incendie peut tuer l'arbre, mais il y a des mycorhizes, des ifs qui peuvent aller ailleurs. Oui, tout à fait. Les spores d'un champignon mycorhizien comme le bolet, associés à un châtaignier ou à un chêne vert, on va les retrouver. 90% des spores vont tomber dans un rayon de 50 cm à 1 mètre autour de la fructification. Mais il y en a d'autres qui peuvent parcourir des kilomètres. Alors, on en retrouve même sur le télescope d'Hawaï. Donc on a installé des pièges à spores là-haut et on retrouve, emportés par le jet stream, il y a des courants d'air qui transportent les spores à travers là. Ils peuvent même peut-être favoriser la pluie. Mais une autre question rapide, donc d'autres plantes que les arbres peuvent être associées à des champignons. Est-ce que toutes les plantes sont associées ou c'est occasionnel? Comment ça se passe? Oui, question très, très, très pertinente. Effectivement, il y a tout un domaine des champignons symbiotiques que je n'ai pas abordé puisqu'on était plutôt sur le domaine de la forêt. Alors, en fait, les champignons symbiotiques, il y en a qui sont associés avec les arbres. On les appelle les champignons ectomycorhiziens, comme la manite ou le bolet. On a des champignons dits endomycorhiziens à arbuscules, et c'est les plus importants en termes de nombre. C'est eux qui colonisent toutes les plantes herbacées, c'est-à-dire quasiment 80% des plantes de la planète. Et ça, c'est des champignons invisibles, parce que c'est un groupe de champignons très primitif qui est apparu il y a 500 millions d'années et qui ne forme pas de fructification. C'est qu'un réseau souterrain qui rentre dans la racine et qui forme comme un petit buisson à l'intérieur de la cellule pour favoriser les échanges entre les deux partenaires. Donc ça, on les appelle champignons endomycorhiziens, parce qu'ils vont dans les cellules de la racine, arbuscules, parce qu'ils forment ce petit buisson. Ça, c'est 80% des plantes. Et parfois des arbres. Et puis, il y en a quand même d'autres. Il y a les orchidées qui ont leur groupe de champignons spécifiques, et les éricacées. Donc toutes les myrtillers, les arbutus, les arbousiers ont un groupe de champignons qui leur est propre, est différent des champignons ectomycorhiziens. Est-ce que j'ai répondu à presque toutes vos questions? Et à la fin, il n'y a que quelques espèces de champignons qui n'ont pas, quelques espèces de plantes qui n'ont pas de champignons. C'est les plantes qui vivent dans les marécages, les joncassées par exemple. Elles vivent les pieds dans la solution nutritive. Elles n'ont pas besoin de champignons mycorhiziens pour aller explorer le sol. Et puis on a les moutardes, toutes les brassicacées, parce qu'ils ont un système racinaire très riche en poils absorbants. Donc elles ont perdu, il y a à peu près 20 millions d'années, ils ont perdu les gènes qui leur permettent d'interagir avec les champignons. Elles se sont dit, ça coûte trop cher. Les légumineuses, elles ont à la fois des champignons mycorhiziens et puis des bactéries dans les nodosités pour fixer l'azote de l'air. Pardon. Merci pour cette belle conférence. J'aimerais savoir si les différents mycéliums de différentes espèces qui sont au même endroit, enfin oui, dans le même coin, communiquent entre eux, s'ils y ont intérêt ou si les arbres y ont intérêt et si vous l'avez mis en évidence. Ouais, question très, très pertinente, évidemment, on s'intéresse beaucoup à ça. Alors, généralement, alors, comme toujours, c'est toujours difficile de dire blanc ou noir, mais généralement, les réseaux de mycélium, le mycélium d'un individu ne fusionne pas avec le mycélium d'une autre espèce. Comme les champignons, comme les êtres humains, ont la reconnaissance du soi et du non-soi. Il faut que, avant de fusionner, avant vraiment de se mélanger, il faut qu'il y ait compatibilité. Donc, il n'y a que les réseaux mycéliens du sexe mâle et ceux du sexe femelle de la même espèce qui sont capables de fusionner à un moment donné du cycle de vie des champignons.
Et là, on a bien fusion, les filaments fusionnent réellement et échangent leur matériel vivant, cytoplasmique, et leurs gènes. Par contre, entre l'amanite et le bolet, eh ben, vous allez voir juxtaposition, enchevêtrement du réseau de mycélium du bolet et de l'amanite, et normalement, ils ne fusionnent pas. Et même quand ils se touchent, ils se rejettent. Et si jamais ils fusionnaient, il y a une mort programmée qui se met en route. Il faut que chaque espèce, en fait, garde son patrimoine. Comme nous, on ne va pas aller se mélanger avec n'importe quelle espèce sur la planète. Donc, voilà. Donc il faut vraiment imaginer tous ces réseaux enchevêtrés qui se superposent dans le sol. Alors, juste parce qu'on est tenu par le temps et que la sécurité est venue me voir un instant, donc on va prendre une dernière question et après, juste pour vous laisser le temps de conclure, s'il vous plaît. Merci. Du coup, c'est plutôt une question sur les arbres et la migration des arbres. Je voulais savoir depuis combien de temps on étudiait ça et est-ce que du coup il y a des archives, des images qui montrent des paysages qui ont évolué dû à la migration des plantes et du coup quelles sont les plantes qui se déplacent le plus efficacement, si on peut dire, en fonction des stratégies de dispersion des graines. Est-ce que c'est celles qui se déplacent par le vent, celles dont les graines se dispersent par les oiseaux, etc. C'est vraiment très bien étudié, ça, maintenant. Les premiers travaux très détaillés concernent le chêne et la migration post-glaciaire des chênes européens. Donc, les collègues de Bordeaux, de l'INRA de Bordeaux, ont été capables de retracer, en étudiant les pollens, en étudiant les cernes des chênes, etc. Ils ont retracé l'histoire des chênes depuis 12 000 ans. Et donc, ils ont bien montré que les chênes étaient réfugiés au cours de la période glaciaire dans la péninsule ibérique, italique et balkanique, dans les endroits qui restaient avec un climat relativement doux, parce que le reste du continent était recouvert par un glacier. Donc, c'était la toundra. Ce glacier s'est retiré il y a à peu près 12-13 000 ans, et à partir de ce moment-là, les chênes ont quitté leur refuge du sud pour recoloniser le continent européen à une vitesse de quelques kilomètres par an, et donc en 3000 ans, ils ont recolonisé la totalité du territoire. Et ce phénomène-là s'est déroulé il y a 40 000 ans, et il y a 100 000 ans, parce qu'on a vécu en Europe toute une succession de périodes glaciaires, et à chaque fois, toutes les espèces végétales et animales se sont réfugiées dans les régions méditerranéennes, et après que les glaciers aient fondu et disparu, se sont réfugiés, retournés vers le nord, et bien les plantes ont recolonisé. Donc moi je dis toujours, les arbres, les plantes, ce sont des nomades climatiques, des migrants climatiques, depuis très longtemps. Ce yo-yo nord-sud, ils l'ont fait pendant très longtemps, et ils vont le refaire là, ils sont en train de le faire. Sauf que l'homme a mis plein d'obstacles sur le trajet. Donc ça, oui, ça a été bien documenté. Il y a des ouvrages même de vulgarisation sur ça. Et puis, après on arrêtera, je pense, c'est qu'effectivement, ça a été mesuré ces dernières 5 années sur beaucoup d'autres espèces de plantes. Et on a maintenant plusieurs articles. Vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les liens. Un message et je vous enverrai les liens. Il y a en particulier plusieurs équipes à l'université d'Amiens et de Reims qui étudient beaucoup ça. Tous les êtres vivants sur la planète, ils les étudient et ils ont des chiffres pour les plantes en particulier. Et ils s'aperçoivent que les plantes qui migrent le plus vite vers les sommets, c'est celles qui font des petites graines légères qui sont emportées par le vent. Par contre, les noisetiers qui font des graines un peu lourdes grimpent moins vite. Donc on a comme ça des migrations vers les cimes qui varient avec le temps. Et si vous lisez l'un de mes bouquins, je ne sais plus lequel, vous verrez qu'il y a un chapitre dédié vers les cimes, où je raconte un peu, je fais la synthèse de ces mécanismes. Je voulais juste te dire une phrase que dit Francis Allais l'autre jour, qu'il vaut mieux s'aimer des arbres que les planter, parce que justement on détruit les microbes. Je suis bien d'accord avec vous. Ou alors, il faut les planter de façon intelligente, comme Éléazar Bouffier sur la montagne de Lure, où il a eu la précaution de planter différentes espèces d'arbres pour créer une forêt mixte, multifonctionnelle. Merci de votre écoute.
Alors, juste prendre un instant avant que vous partiez, pour vous remercier d'être venu assister à cette conférence, remercier encore notre invité, notre conférencier, pour cette magnifique conférence. Et le cycle forêt continue. Cette conférence, vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube de la bibliothèque, parce que peut-être que vous ne le savez pas tous, on enregistre beaucoup de nos conférences, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et vous pourrez la retrouver, à mon avis, d'ici une semaine, elle sera en ligne. Vous avez aussi la conférence de M. Allais qui sera bientôt en ligne. Et juste, comme on parle de Francis Allais, il revient en janvier. Le 20 janvier, donc pour une conférence cette fois-ci. Ça ne sera pas simplement un échange. Merci à vous d'être venus et bonne soirée.